Voilà, le temps est arrivé d'avoir le candidat donc à la présidentielle, je pense, Monsieur Kassim Ahmad Dini. Allô, allô, bonjour. Bonjour Nidal, bonjour. Bien, si vous m'écoutez, écoutez, c'est parfait. Monsieur Kassim, on va passer un petit moment avec vous. Monsieur Kassim, vous avez plusieurs casquettes, comme on vous définit un peu ici, vous êtes l'héritier et vous préférez plutôt qu'on dise héritier politique de Monsieur de Feu Ahmad Dini, Allah yarhamou. Je ne revendique pas le monopole. D'accord, oui, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Merci pour le petit rappel. Et ce que je voulais dire aussi, je préfère que vous vous présentez d'abord rapidement. Qui est Kassim Ahmad Dini? C'est compliqué de se présenter soi-même. Disons que je suis un opposant. Voilà, qui milite pour les droits de l'homme, le respect de la diversité de la nation djiboutienne, l'égalité en droit et en devoir, et surtout anti-corruption, dur et méchant. Voilà. D'accord. Deuxième question, mais là, rapidement aussi, pour que l'on puisse passer plutôt à votre programme et autres. Vous êtes actuellement, et c'était ce que j'ai marqué au niveau de la présentation, et qui m'a valu énormément de mails, soit de protestations, soit de... à la limite d'insultes. Là, j'ai dit que vous étiez... Non, en disant que je vous ai présenté comme étant le président de l'ARD. Et puis là, j'ai eu une volée de bois vert. Pourquoi vous dites ça? Racontez-moi rapidement, s'il vous plaît, qu'en est-il de l'ARD? Je vais vous raconter depuis le début une histoire que peu de gens connaissent. Le 12 mai 2014, nous devions organiser à l'annexe ARD d'Archeva la commémoration de l'accord de paix donc toutes les scènes étaient là et j'ai été invité grâce au comité des femmes de l'ARD qui en ont fait un cadeau de lui. Moi je ne venais pas, elles annulaient toute la commémoration, donc je suis venu, les scènes au grand complet étaient là-bas, c'était au premier étage et je suis poli, je serrais la main à tout le monde. Bon, il y avait des têtes pas très patibulaires, disons, c'est pas grave. À un moment donné, un délinquant envoyé par le régime est venu perturber le déroulement de la cérémonie. Vous connaissez la suite. Une femme a eu les deux avant-bras, multiples fractures aux deux avant-bras. Le lendemain, en conséquence de cela, 2 jeunes ont été blessés par balle par le garde du corps du ministre de l'Intérieur. Donc c'était dramatique. Ce qui s'est passé, c'est que quand la police a attaqué, toute l'USN s'est sauvée. Moi, je vois d'un côté les pauvres civils qui sont agressés par les forces de l'ordre, de l'autre des dirigeants qui se sauvent. Et je savais que si le régime avait osé une telle provocation, c'est parce que l'ARD était divisée. Donc, cette histoire m'a traumatisé. J'étais vraiment dégoûté de la lâcheté généralisée. Lâcheté d'un régime d'abord qui agresse femmes et enfants, lâcheté de l'opposition, des dirigeants de l'opposition qui se sauvent alors qu'ils devraient s'interposer entre les forces de l'ordre et leurs militants. Donc j'étais tellement dégoûté que je voulais quitter la politique. J'ai contacté les plus hautes autorités traditionnelles, en l'occurrence le sultan de Tadjoura et le chef de ma tribu également, qui est le numéro 3 de la hiérarchie du sultanat de Haïta. Donc, je leur ai demandé de voir le chef de l'État et de lui faire une proposition que je pensais qu'il ne pouvait pas refuser. Une proposition, c'était que je quitte définitivement la vie politique. Nous, on ne demandait rien, je quittais la vie politique et en échange, je voulais que le chef de l'État applique certaines dispositions de l'accord de paix de juillet 2001, et plus particulièrement l'octroi des pièces d'identité nationale à tous les ayants droit, et deuxièmement, l'indemnisation des familles des victimes civiles. C'était le plus important pour moi. Le reste, d'autres allaient continuer la lutte. Donc je pensais que le chef de l'État ne pouvait pas refuser cela et je voulais prendre une retraite anticipée. Bon, si je suis encore là aujourd'hui, c'est que le chef de l'État n'a pas jugé utile de passer un tel marché avec moi. Peut-être qu'il se dit que j'ai tellement d'ennemis que je ne peux pas l'atteindre, ou alors il a très peu de respect pour ma communauté d'origine. Bon, je le comprends quand on voit le larbinisme de sa cour
la trahison des Agaba et l'irresponsabilité des dirigeants de la RD qui démobilisent leurs propres troupes pour des petites questions d'ambition personnelle, je comprends qu'ils ne nous aient pas en haute estime. Mais si, je peux dire, nous sommes encore là, comme vous connaissez Morpheus, le deuxième volet de la trilogie Matrix, c'est parce que nous avons organisé un congrès avec des vrais militants de la RD, des jeunes, compétents, dynamiques, convaincus et déterminés. Donc c'est grâce à eux que je combats, je ne suis pas seul. Maintenant, pour ce qui est de combien d'ARD il y a, je ne peux pas entrer dans pour moi ce n'est pas un événement, ce qui s'est passé hier. Il y a une très haute autorité morale, traditionnelle, qui a convoqué toutes les ARD demain à 14h chez lui, à Nguela. Donc nous sommes tous convoqués et la réunification aura lieu parce que normalement elle était censée avoir lieu parce que tous avaient promis de me rejoindre. Donc on va leur demander pourquoi ils ne m'ont pas rejoint, pourquoi ils me combattent aussi méchamment. Donc s'ils ne viennent pas, qu'ils refusent cette réunification, la chose sera rendue publique. Donc il faut attendre demain. Voilà. D'accord, donc on attendra demain pour voir avec l'ARD. Voilà. Maintenant, bon, on avait su que vous étiez candidat à l'élection présidentielle. On savait aussi qu'il y avait un certain monsieur Mohamed Tourtour, vous lui passerez notre bonjour, qui lui aussi était candidat. Là, vous avez décidé de créer une alliance républicaine pour ne présenter qu'un seul candidat. Pourquoi pas? Où est-ce que vous en êtes de vos démarches d'abord déjà avec monsieur Mohamed Tourtour? Avec Mohamed Tourtour, nous sommes en bonne voie, c'est-à-dire que d'abord, nous nous entendons sur le fait qu'il faut absolument qu'il y ait le moins de candidats possible du côté de l'opposition, si possible un seul, mais bon, je crois qu'il y a des problèmes du côté de l'USN qui présentera apparemment deux candidats, on verra. Donc, nous nous sommes engagés à un désistement. Il n'y aura pas de deuxième tour, parce qu'il y a la fraude, et il faut se préparer à la contestation, à combattre cette fraude dès le premier tour. Donc, il n'y a aucun problème entre Mohamed Tourtour et moi-même. Attendez, s'il vous plaît, je me permets de revenir un tout petit peu. Vous avez cité quelque chose. Vous avez dit qu'il y aura désistement de votre part. Alors, si je comprends bien, et pour être très clair là-dessus, donc ni vous, ni monsieur Tourtour ne vous présentez à ces élections-là. Et vous préférez laisser donc le soin à l'USN de se présenter, c'est bien ça? Non, c'est pas ça du tout. Si l'USN veut discuter, c'est entre nous. Le marché que nous avons conclu, c'est que l'un se désiste au profit de l'autre. Maintenant, il faut voir si du côté de l'USN, ils sont disposés à jouer le jeu de l'efficacité. Voilà. Moi, je suis prêt à me désister pour Mohamed Moussa. Mohamed Moussa est prêt à se désister pour moi. Mais nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres candidats également. Il faut arriver à trouver un modus vivendi avec eux pour qu'il n'y ait qu'un seul candidat contre le chef de l'État. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est Elia l'appareil de Nantes. Bonjour, premièrement. Et puis, deuxièmement, je te demande une question, je te demande, est-ce que vous avez discuté déjà, est-ce qu'il y a une relation entre vous, avec tout, comme vous dites que Tourtour et toi, il y a déjà une relation qui est très, ça passe bien, mais est-ce qu'il y a une relation entre vous, toi et Tourtour, et l'USN, ou le dirigeant de l'USN, bon, grosso modo. J'ai de bonnes relations avec certains dirigeants de l'USN également. J'en verrai un demain. J'ai déjà vu Omar El-Mekher également. Donc, on leur avait fait croire, les dissidents de la RD leur avaient fait croire que j'étais un colonne du régime. Donc, ils étaient méfiants à mon encontre. Bon, maintenant, ils voient, les choses sont claires. Je crois que je roule pas pour le régime, sinon je ne me serais pas présenté, je n'ai pas envie je ne peux pas entrer dans les détails, mais ma candidature pose problème apparemment aussi bien pour le régime que pour l'USN. D'accord. Beaucoup plus pour l'USN apparemment. Mais il faut arrêter ces gamineries et essayer de discuter dans l'intérêt de notre peuple. Voilà. Donc, par contre, est-ce que le gars de l'USN, vous en parlez déjà avec vous, si un gars de l'USN va se présenter, ou même de se mettre derrière Kassim ou Monsieur Moussa ou quelqu'un d'autre, est-ce que vous avez parlé déjà de ça? Non?
Non, pas avec l'USN. D'abord, on attend que l'USN règle ses propres problèmes internes. Elle en a quelques-uns, je crois. Et à la suite de cela, nous espérons discuter avec eux. L'essentiel, c'est d'arriver à qu'il n'y ait qu'un seul candidat. Et il faut que ce candidat soit également crédible. Il y a des critères pour battre. C'est pas évident de battre le chef de l'État, même avec toute la transparence. Donc, il faut un candidat crédible. Voilà. D'accord. Maintenant, quel que soit le candidat crédible, et supposons que ce soit vous, est-ce que vous pensez que vous avez une seule chance de pouvoir battre M. Ismaël Omar Guelleh sur son terrain avec ses règles du jeu, parce que actuellement c'est ça. Mais la fraude se combat. Il ne faut pas fuir la fraude, il faut la combattre. Vous savez, j'expliquais, il y a un grand auteur, Max Weber, qui a rédigé un livre qui s'intitule Sociologie du droit. Il explique que l'être humain, les individus obéissent à une loi que s'ils ont intérêt à lui obéir. L'obéissance n'est pas naturelle. Il faut un intérêt. Cet intérêt, il est soit positif, soit négatif. L'intérêt positif d'obéir à une loi, c'est la protection, se sentir protégé. Et là, il y a la promotion également, il y a le bonus, comme pour l'automobiliste qui ne fait pas d'accident. Et l'intérêt négatif, c'est la sanction, c'est la vengeance, c'est les représailles. Donc les gens qui fraudent dans les bureaux de vote, il faut qu'ils comprennent que la fraude, c'est une violation d'une loi républicaine, et c'est le passage d'une loi républicaine à la loi du plus fort, et la loi du plus fort entraîne la loi du talion. Donc la fraude ne sera pas impunie parce que c'est l'avenir des enfants qui sont en train d'assassiner. C'est pas le candidat de l'opposition qui est volé, c'est un avenir qui est assassiné. Donc l'assassin seront punis. Oui, mais donc, ça fait depuis 1999, Rassem, si tu permets. Ça fait depuis 1999 quasiment, et même beaucoup plus tôt, depuis 77 que l'on vit dans cette réalité-là. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Ce qui a changé, le chef d'État lui-même l'a reconnu dans la missive qu'il a adressée au président de l'UMP et de l'ISN en les invitant à reprendre le dialogue. Il a dit lui-même que le peuple voulait un grand changement. Donc, lui-même reconnaît que les choses ont changé. Et un bulletin de vote est un bien privé qui ne peut pas être volé. Donc, la personne qui est volée, il faut qu'elle se défende. Donc, il ne faudrait pas que les bureaux de vote se transforment en champ de bataille. Voilà. D'accord, là, c'est plutôt assez clair. Donc là, c'est clair, oui. Autre chose, là, justement, on va en venir aux situations de clonage et autres. Et puis là, ça va être aussi très très clair. D'abord, est-ce que votre candidature a été acceptée? Par qui? Bah, il faut le déposer, il y a un ministère de l'Intérieur, il faut que tout ça soit fait dans les règles. Le dépôt de candidature n'a pas encore commencé. Oui. D'accord. Mais la campagne du IEP, c'est commencé déjà, hein, non? La campagne a commencé, nous aussi, nous ratons notre campagne, nous ouvrons des annexes partout. Là, nous avons la capitale, parce que tous les dossiers de l'USN viennent maintenant à la RD. Nous allons ouvrir une annexe bientôt à Arta également. Nous battons notre campagne, nous n'avons pas la RD avec nous. Maintenant, la question sous-jacente, si vous me permettez, M. Nidal, c'est à propos de la double nationalité, je crois. Le 11 janvier, je me suis rendu au consulat de France et j'ai rédigé la lettre demandant aux autorités françaises de me libérer des liens d'allégeance, comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire, je ne veux plus être français. Oui. De retirer ta nationalité française. Voilà, non, je répudie la nationalité française. D'accord. Donc le consul m'a dit que la procédure prenait à peu près 4-5 semaines. Donc fin février, un décret va sortir dans le journal officiel français disant que M. Kassim Medbou a renoncé à la nationalité française et je rendrai ce décret public. Voilà. D'accord. Racine, c'est la dernière mot que je pense à Abdi. Oui, il y aura une élection présidentielle à Djibouti, comme nous savons tous, le 8 avril 2016. Oui. Pour l'instant, rien n'est décidé, ni côté ISN, ni candidat décidant. Oui. Si vous êtes d'accord tous, un seul candidat ou une seule candidate. Pardon, vous pouvez monter la voix, je n'entends pas très bien. Tu m'entends? Là, c'est bon. Oui. Voilà. Si par exemple, il y aura un seul candidat ou une seule candidate, bon,
Après, si par exemple il y aura des fraudes, il y aura de contestations, est-ce qu'il y aura un plan B ou est-ce que vous serrez la main à les candidats vainqueurs? Si vous voulez, il faut d'abord faire la démonstration que l'on a gagné. La démonstration que l'on a gagnée, c'est mobiliser le plus de monde possible, montrer lors des manifestations que nous avons la majorité avec nous. Après, croyez-moi, ça ne va pas durer longtemps, la contestation. Déjà, le jour même des élections, on verra. La fraude ne sortira pas du bureau de vote, je vous le garantis. Et il n'y a pas à saluer la victoire de quelqu'un d'autre si l'on est persuadé que l'on a gagné. Mais pour gagner, il faut être uni. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul candidat de l'opposition. Et il ne faut pas espérer un deuxième tour avec ce régime. Voilà. D'accord pour ça. Et juste alors, autre chose. Vous êtes président de la République. Oui. Vous venez de gagner. Inch'Allah. Et vous savez que quand on est président, évidemment, il faut mettre en place pas mal de choses et autres. Hein. Or, là, je ne vois ni vous, ni Monsieur Mohamed Tourtour, ni même au niveau des gens de l'USN, des gens prêts à commencer à gérer tout un pays. Si. Il y a des gens extrêmement compétents à l'USN, il y a des gens compétents à l'ARD également. Nous n'aurons aucun problème pour former une équipe de gouvernement. Aucun problème. Aucun problème là-dessus, là c'est vous qui le dites. Juste, est-ce que vous avez les chiffres déjà de comment fonctionne ce gouvernement-là? Quelles sont les entrées, quelles sont les sorties au niveau de ce gouvernement-là? Juste une question. Quel est le bilan du port, par exemple? Est-ce que vous avez ces chiffres-là? Les chiffres, il faut qu'ils soient disponibles d'abord. Certains documents sont publiés, mais l'État ne publie pas tous les chiffres aussitôt. Vous savez, par exemple, statistique, ça vient de chiffres, étymologiquement, la statistique, c'est des chiffres d'État. À Djibouti, il y a très peu de statistiques parce qu'il n'y a pas d'État. La notion d'État a complètement disparu. Donc, nous exigerons la transparence. Voilà. M. Rassim, parce qu'actuellement, le président de la République, il y a des bilans. Il a fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Qu'est-ce que vous avez? C'est quoi le projet que vous avez avec vous là? Est-ce qu'il y a des projets? Quelle est la différence entre vous et les présidents sortants? Il y a deux différences. La première, c'est qu'avec moi, il n'y aura pas de corruption. Tout sera transparent. Les entrées, les sorties, les dépenses, les recettes, tout sera. Deuxièmement, je vais vous donner des chiffres. Il y a eu en 2015 467 projets d'investissement. Ouais. Depuis 467 projets d'investissement, au niveau du secteur secondaire par exemple, 87,7% sont allés uniquement à la capitale, 12% des régions. Pour le secteur tertiaire, 95% des investissements se font dans la capitale, 5% uniquement dans les régions. Or, il y a beaucoup de potentialités de développement dans les régions. Ces régions sont volontairement laissées à l'abandon, surtout dans le nord, au prétexte d'insécurité, alors que c'est la marginalisation d'une composante de la djiboutienne. Donc voilà, nous voulons déjà meilleure nationalisation des dépenses. Parce que même les gens du Nord actuellement, ils font de confiance, il y a beaucoup de... Non. Combattre efficacement la corruption. Et deuxièmement, ne pas reproduire la politique coloniale qui misait tout sur la capitale Djibouti et travailler à développer les régions. Voilà. Parce que bientôt il y aura une bord à Tadjoura, il y a des routes jusqu'à Bolho, il y a beaucoup de projets en cours au niveau du Nord. Oui, voilà. Il y aura un port. Excuse-moi, il y aura un port à Tadjoura, mais ce ne sont pas les enfants de Tadjoura qui vont travailler. Donc ça va créer des problèmes, parce que les natifs de la région veulent du travail. On ne peut pas leur ramener des gens qui ne sont pas de la région, alors qu'eux restent au chômage. Donc c'est pas le problème, c'est pas que les projets ne se font pas, c'est que ces projets se font dans l'injustice. Enfin, c'est l'injustice que nous voulons combattre. Nous ne disons pas que les enfants, les jeunes des autres régions ne travaillent pas à Tadjoura. Nous disons juste que prioritairement, les projets de développement doivent profiter aux gens de la région. Voilà.
D'accord. Écoutez, merci pour toutes ces informations. Donc, bientôt, d'ici le 8 avril, Inch'Allah, et j'espère que vous aurez l'occasion de revenir un peu nous parler de tout ça. Juste une petite dernière question avant de vous laisser la parole pour le dernier mot. Je voulais savoir, là, on parle énormément de choses, mais donc, encore une fois, vous êtes président de la République. Et quel sera le rôle de la première dame? Bon, je suis toujours poli, je vais rester poli. Mon épouse, charmante épouse, sera première dame, pas présidente de l'UNSD. Il lui sera interdit de faire du commerce, de s'enrichir en profitant de sa première dame. Et surtout, elle ne donnera pas d'ordre à mes ministres. Voilà. Est-ce qu'il y aura un bureau à côté des palais présidentiels? Pardon? Est-ce qu'il y aura un bureau à côté de ton bureau présidentiel? Elle s'occupera des œuvres caritatives, mais elle ne sera pas présidente bis. Voilà. Soyons sérieux. D'accord, merci beaucoup Kassim. Et puis on vous laisse le dernier mot. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos futurs électeurs? Enfin, qu'est-ce que vous aimeriez dire à Odjiboussia? Merci déjà de m'avoir invité. Et je suis à votre disposition quand vous voulez. Et ce que je veux dire à Odjiboussia, je serai très bref. Il ne faut pas avoir peur du changement. Le changement est possible. Il ne faut pas dire que ce régime est invincible. Aucun régime n'est invincible. Il y a également des gens bien dans ce régime qui veulent du changement. Donc, essayons de travailler tous ensemble pour faire advenir ce changement dans la paix et l'unité. Voilà, je vous remercie. Non, Inch'Allah. Et puis, justement, il y a des gens bien. Mais est-ce que vous avez des gens bien qui se retrouvent dans l'armée, dans la police nationale, enfin, dans tout ce qui est en uniforme? Oui. Oui, il y a des gens bien partout. Non, je sais qu'il y a des gens bien, mais est-ce qu'ils sont avec vous? Est-ce qu'ils vous soutiennent, je veux dire? Si jamais demain il y a quelque chose, l'armée doit compter. On est en pays africain, moi, ça me fait toujours peur. D'accord, mais l'armée ne veut pas mourir. Le militaire, il a des enfants. Il pense à l'avenir de ses enfants également. Vous savez ce qui s'est passé en 8 janvier 2003 l'UAD a gagné parce que des gens du régime ont voté UAD et le régime en a été d'ailleurs traumatisé. Vous savez, les bureaux de vote qui sont sous contrôle à Djibouti-Ville, par exemple, le premier et le deuxième bureau de vote, ce sont les hauts fonctionnaires qui votent là-bas. L'UAD avait gagné dans ces bureaux de vote-là. Donc ces gens-là sont avec nous parce qu'ils veulent le bien de leur pays. C'est pas parce qu'ils sont armés qu'ils sont nécessairement méchants. Voilà. D'accord, merci beaucoup Rassem. C'est moi qui vous remercie. Ma'asalama. Ma'asalama. Voilà donc l'interview de Kassim Ahmad Dini, candidat probable, va-t-on dire, aux élections de avril 2016